arrivait Kiki. Kiki, c'est une légende. Kiki, c'est la femme des peintres. Ce visage de chat, comparable à celui de Polaire ou à celui de Colette. Cette femme aux trop grands yeux. Ce modèle universellement connu dont des photographies de Man Ray. Kiki, c'est une des grandes figures de la chanson de Montparnasse. Et je crois même que c'est le seul personnage de la chanson dont Piaf, en 1938, peur. Bienvenue dans le miroir de la muse avec moi, Brianna. Aujourd'hui, c'est la reine de Montparnasse, Kiki. Muse, chanteuse, danseuse, peintre, actrice, gérante de cabaret, elle est une icône du Paris des années folles, l'incarnation de la femme libre d'avant-garde par excellence. Avant de devenir reine cependant, Kiki connaît une enfance très difficile, grandissant dans la misère. Son histoire personnelle témoigne des inégalités provenant de la société capitaliste et patriarcale française de la première moitié du XXe siècle. Elle doit trouver toute seule les moyens nécessaires pour surmonter les défis que cette société lui impose en tant que femme pauvre, inférieure par défaut. Le fait de devenir muse pour gagner sa vie représente un acte de révolte par excellence. Révolte contre la vie bourgeoise qui relègue la femme au foyer, dépendante de l'homme pour tous ses besoins. Révolte contre l'indifférence et les injustices du système à l'égard des femmes de la classe ouvrière. Révolte contre la passivité face à la domination patriarcale. Kiki sait profiter du regard masculin que l'on porte sur elle pour se sortir de la pauvreté et se faire une place dans le monde des hommes. Elle se dote d'une autonomie importante qui lui permet de mener la vie qu'elle veut. Bien que la période de véritable richesse soit de courte durée dans la vie de Kiki, son histoire est celle de résilience et d'optimisme, d'amour et d'amitié. C'est l'histoire d'une femme qui a réussi à laisser sa trace contre toute attente. C'est une artiste dont l'œuvre, sa vie, mérite d'être étudiée. Commençons alors par le début. Je suis née le 2 octobre 1901 dans un joli coin de la Bourgogne. Ma mère avait 18 ans et son amant, mon père, 19. Elle était pauvre, il était riche, beaux tous les deux. Mon père fut obligé plus tard, par ses pères et mères, de faire un mariage de raison avec une fille de ferme qui avait du bien. Quant à ma mère, elle cacha sa faute à son père jusqu'au dernier moment. Mon arrivée n'était pas désirée. Quand je m'annonçai, ma mère était à quelques mètres de chez elle. Les douleurs l'ont forcée à s'asseoir au bord du trottoir. J'avais déjà la tête dans le ruisseau, mais mon mère s'obstinait toujours à ne pas me laisser passer. Le cordon autour du cou, je commençais déjà à violacer quand le hasard a voulu que j'aie une chance pour moi. Kiki de Montparnasse est née Alice Ernestine Prin à Châtillon-sur-Seine. On la nomme Alice en souvenir d'une tante qui est morte, enfant, aux mains des religieuses. Celle-ci aurait obligé la jeune fille à mettre la tête sous un robinet d'eau glacée au milieu d'hiver, et elle est décédée ensuite d'une congestion. Prénom de connotation tragique, Alice Ernestine est l'enfant illégitime de Marie Ernestine Prin, linotypiste qui s'installe à Paris peu après la naissance de sa fille, et de Maxime Legros, charbonnier très fortuné. La jeune Alice est élevée par sa grand-mère, Marie-Esprit Prin, qui s'occupe également d'autres enfants, y compris Marcel, Jean et Pierre, 3 fils d'une tante morte, et Madeleine, une fille d'une autre tante. Marie-Esprit est très pauvre, mais d'une grande bonté, et élève les enfants avec beaucoup d'amour. Pour répondre aux reproches que lui font ses voisins, qui la considèrent comme trop faible dans l'éducation des enfants, Marie-Esprit a tendance à taper un balai sur la table de la cuisine afin de leur faire croire qu'elle punit les gamins quand ils se comportent mal. Le père de Kiki est le seul du groupe des enfants qui est toujours en vie.
Riche, elle a une ferme et habite dans une belle maison à quelques mètres de celle de Marie Esprit, avec sa femme et son autre fille, plus jeune que Kiki, sa rivale. Chez la jeune Alice, tous les enfants et les 2 grands-parents habitent dans la même chambre avec une alcôve. Les vêtements de la jeune fille sont des chiffons et ses chaussures usées. Elle est obligée d'avoir les cheveux très courts à cause des poux qui ne cessent de se propager dans les cheveux de tous les enfants. Avec sa tête rasée et l'absence de ses parents, la jeune Alice se sent souvent très découragée, surtout face à sa demi-sœur, qui lui ressemble physiquement beaucoup. À cause de la jalousie d'Alice, les 2 jeunes filles se battent souvent lorsqu'elles se voient. Maxime le Gros ne fait rien pour aider sa fille dite illégitime. Il y a même un bruit qui court dans la famille, et je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il avait tué 2 de ses filles dans le bois où il travaille. Dans son autobiographie, Kiki raconte qu'elle a failli mourir aussi aux mains de son père lorsqu'elle était bébé. Il avait envoyé la mère de Kiki acheter du vin, et lorsqu'elle était revenue, la petite Alice était très malade, presque noire, après avoir ingurgité du lait. C'est sa grand-mère qui l'aurait sauvée. Un autre personnage d'importance dans l'enfance de Kiki de Montparnasse est son parrain. Chargé de ramasser les poubelles du village, il amène Alice souvent avec lui dans les champs pour les vider et elle l'accompagne après au bistrot où ils boivent, comme elle dira plus tard, du vrai Pernod. C'est avec son parrain dans les bistrots que la jeune Alice fait preuve de son talent naissant. Elle n'hésite pas à monter sur les tables pour chanter, tirant sur ses pantalons pour que l'on puisse voir ses dentelles. Elle raconte dans son autobiographie qu'à 8 ou 9 ans, elle joue l'ogre dans une représentation du Petit Poucet à la mairie. À la grande surprise du public, la petite Alice fait tomber sa culotte d'ogre pour révéler celle de sa mère qu'elle portait en cachette, voulant montrer à tout le monde la beauté du tissu. Malgré, ou bien en raison de, la colère des religieuses, cette performance semble annoncer la femme libre que deviendra Alice dans quelques années. En 1913, à l'âge de 12 ans, la jeune Alice quitte le seul feuillet qu'elle ait jamais connu pour rejoindre sa mère à Paris. Celle-ci veut que sa fille devienne linotypiste comme elle et l'envoie à l'école. Étant issue de la classe ouvrière cependant, Alice est obligée de travailler à temps plein à partir de ses 13 ans. Elle trouve un emploi dans un atelier de brochage. Elle travaille d'abord en tant que livreuse, puis devient relieuse. Les samedis, Alice accompagne des amis de la famille pour vendre des fleurs au rabais dans la rue et passe le week-end chez eux. Après le travail de relieuse, elle travaille en tant que bonne dans une boulangerie où le mitron s'exhibe souvent et où la patronne est très méchante avec elle. Au bout de quelque temps, fatiguée par le surménage, Alice finit par gifler la patronne avant de se retrouver volontairement dans la rue sans travail. La vie de pauvre n'est pas facile. Alice ne mange pas souvent à sa faim et en ce qui concerne l'hygiène, il n'en est pas question. Les pauvres ne peuvent pas s'offrir des bains. C'est un système injuste qui relègue les gens dans le besoin non seulement à la disette et à la saleté, mais à la honte. Alice a honte de sa pauvreté, du regard que les autres portent sur elle, de la manière dont ils se tiennent à l'écart d'elle dans le métro à cause de son apparence, de son manque d'hygiène. Un événement très marquant pour la jeune fille se déroule dans un bain public. Pour économiser de l'argent, Marie, la mère de Kiki, commande un seul bain pour sa fille, mais en profite pour se laver aussi. Malheureusement, comme le raconte Kiki, la jeune fille aurait glissé sur le savon qu'elles avaient apporté et, en tombant, aurait tiré le cordon qui sonne la servante. Il en va sans dire que le bain était fini pour Marie. Le rapport entre Marie et Alice est très tendu et aggravé sans doute par la misère qu'elles connaissent. Marie est très sévère envers sa fille. Lorsqu'Alice pose pour un artiste pour la première fois à 15 ans, Marie interrompt la séance, affolée. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille se permettrait de poser nue pour de l'argent, elle qui est une ouvrière respectable. Alice a du mal pourtant à garder des travaux dits respectables.
Elle est la bonne d'une femme pendant une très courte durée et travaille aussi dans une usine d'aviation, s'effondrant un jour sur une aile d'avion à cause de la faim. Elle a dû arrêter ce travail exigeant qui lui faisait mal physiquement. Alice est hantée par le manque. Kiki raconte comment un jour, à la gare de Montparnasse, après avoir posé pour un artiste qui ne l'a pas payé, elle rencontre un vieil homme à qui elle explique sa situation. Elle dit qu'il lui offrira 3 francs si elle lui montre ses seins. Désespérée, elle accepte. Tout au long de la Première Guerre mondiale, Alice, comme des millions de personnes, est ravagée par la faim. C'est une adolescente qui doit traverser la misère sans véritable soutien, sans famille. Elle gagne sa vie à poser pour des artistes qui sont aussi pauvres qu'elle. Sans domicile fixe, Alice habite dans un hangar à côté de la gare de Montparnasse qui appartient à l'ami de son amoureux. Elle gèle la nuit. Une soirée où il fait très froid, une copine qui passe la nuit avec Alice se souvient d'un artiste polonais qui est très généreux et donne toujours à manger. C'est Chaim Soutin. Il accueille les 2 filles dans son appartement où il brûle ses meubles pour faire un feu. C'est la bonté des étrangers qui fait la différence dans la vie de la jeune Alice. Aspirant à une vie d'artiste, Kiki va souvent à la Rotonde, cet établissement montparnassien très iconique qui est à l'époque un bistrot ouvrier. Elle a seulement le droit pourtant de rester au bar et ne peut pas entrer dans la grande salle parce qu'elle n'a pas de chapeau. Dans la première salle se trouvent des artistes et des hommes politiques. Kiki a tellement envie de se mêler avec les artistes qu'elle se sent très découragée de ne pas pouvoir quitter le bar. Dans la deuxième salle se réunissent des clients anonymes, des joueurs d'échecs et, comme elle dit, toutes les grandes dames du quartier, très joliment chapeautées bien sûr. Ces grandes dames comprennent le modèle français d'origine martiniquaise Aïcha Goblet et l'actrice Pacrate. Kiki finit par se procurer un grand chapeau en satin très élégant. Elle dira plus tard « Heureusement que j'avais des oreilles pour l'empêcher de descendre trop bas. Je devais avoir l'air de marquis qui aurait perdu sa perruque. » L'entrée dans la grande salle de la Rotonde marque un véritable moment d'évolution dans la vie de la jeune Kiki. Elle trouve enfin son milieu parmi les artistes pour qui la Rotonde est bien chez eux. Bien que Kiki soit toujours dans la misère, elle ne mange pas parfois à sa faim et elle porte des chemises épinglées d'échantillons de dentelle qu'elle aurait trouvées dans des poubelles. Elle réussit à retrouver le bonheur à la Rotonde grâce aux amitiés qu'elle y fait. Ces artistes qui l'acceptent telle qu'elle est. On appelle le propriétaire Victor Libian, Papa Libian, parce qu'il est d'une grande gentillesse. Il donne à manger et il tourne le dos lorsque les artistes affamés prennent des bouts de pain à l'heure de la livraison ou lorsqu'ils piquent la vaisselle de la brasserie. Peu à peu, la Rotonde devient le lieu de prédilection de Kiki. Elle y rencontre les artistes qui finiront par composer l'école de Paris, Utrillo, Modigliani, Kiesling, Van Gogh, Fujita et Maurice Menilski, ce peintre d'origine polonaise avec qui elle est en couple en 1918 et qui la surnomme Kiki. Par nécessité, elle devient artiste en faisant les portraits des soldats anglais et américains qui peuplent la Rotonde à l'époque pour gagner un peu d'argent de poche. La Première Guerre mondiale ne s'étant pas encore terminée, la vie est très dure et exige de la créativité, et Kiki en a. C'est une artiste littéraire ainsi qu'une artiste de la vie. Elle raconte par exemple comment, avant de connaître Menilski, un soldat américain lui offre 200 francs pour coucher avec lui. Kiki, étant toujours vierge, se sent cependant mal à l'aise avec lui et il n'arrive pas à faire l'amour. L'Américain lui donne quand même les 200 francs parce qu'il est ravi d'avoir une vierge au lit. Les hommes et la virginité, c'est toute une autre discussion, mais il va sans dire que la beauté et le charme de Kiki sont de véritables outils qui lui permettent d'améliorer peu à peu sa vie. C'est à cette époque aussi que Kiki est introduite à la cocaïne par un homme riche à qui elle est chargée de rendre une statuette. Elle dira plus tard qu'elle avait profité du moment où l'homme avait le dos tourné pour en prendre une pincée. Elle raconte comment elle se sentait légère, comment la vie lui paraissait plus belle. Malheureusement, elle ne cessera de chercher à revivre ce sentiment de légèreté tout au long de sa vie. Elle n'est pas pourtant seule dans son désir de vivre en extase.
car toute la société française cherche à effacer les souvenirs des atrocités de la guerre, à rattraper le temps perdu à la violence et à la mort en faisant une fête interminable, voire utopique. C'était un grand moment, c'est parce que c'était justement le loisir des artistes, le grand loisir des artistes, la grande relaxation. Parce que vous savez, le sourire des artistes cachait souvent une grande détresse, une grande misère. Je dois vous dire une chose, c'est que tous les gens de Paris venaient à Montparnasse, non seulement de Paris, mais du monde entier. Et nous aussi, nous rayonnions dans toute la France, c'était comme un phénomène d'osmose. Montparnasse est bien le centre du monde culturel et artistique des années 1920. Kiki, avec sa coupe-boule et ses yeux de colle, devient un modèle de plus en plus demandé. Elle pose pour beaucoup d'artistes, y compris Kissling, qui lui fait un contrat et la peint à plusieurs reprises à partir de 1918, et Fujita, dont l'œuvre comprend au moins 2 tableaux de Kiki très connus. Le premier s'intitule Nu couché à la toile de Juillet, l'un des premiers nus de Fujita, qui est inspiré librement d'Olympia de Manet. Il fait une grande sensation au Salon d'automne 1922 et se trouve aujourd'hui au Musée d'art moderne de Paris. L'autre tableau, Portrait de Kiki de Montparnasse, est réalisé en 1925. Kiki raconte le regard de Fujita dans son autobiographie. Elle dit « J'ai beau être nue pour poser. Il regarde avec une telle intensité qu'il me déshabille une deuxième fois. » Il a tendance à scruter certaines parties du corps avant de retourner à sa toile satisfait. Kiki explique qu'après avoir vendu sa première toile d'elle, Fujita la paye 200 francs. Elle est époustouflée. C'est ça la fortune. Fujita et Kiki ont une grande amitié qui durera des décennies. Il la peint de manière assez sobre, comme s'il essaie d'illustrer la personne derrière le grand personnage qu'elle représente. Il lui dote d'un regard confiant qui observe le spectateur avec aplomb. Kiki illustre le fait qu'être muse n'est pas simplement être l'objet passif dans le regard de l'autre, bien qu'évidemment les hommes aient tendance à rendre leur muse féminine un objet de plaisir. Être muse est avant tout un rôle de pouvoir, le pouvoir de la création et de l'inspiration dont a besoin tout artiste. De cette manière, la muse est elle-même de l'art vivant. Il y a une liberté dans les formes multiples qu'elle prend. La façon sobre dont Kiki est présentée par Fujita, par exemple, s'oppose au portrait coloré d'elle par Kissling, où sa sensualité et son attitude sont bien représentées. Sur le portrait de Kiki par Kissling utilisé pour la couverture de son autobiographie de 1929, Kiki regarde avec défiance vers le spectateur, son profil accentué tout en faisant la moue. Elle est confiante, séductrice, nous retournant le regard. Dans le portrait de Kiki par Van Dogen de 1922-24, elle est l'incarnation même du glamour. Drapée d'un manteau en fourrure, une cigarette au coin de la bouche, les yeux fardés, sa coupe de cheveux au bol, elle a l'air d'une véritable icône, la Parisienne chic d'avant-garde par excellence. Dans son portrait par Gustave Gwiazdowski de 1920, Kiki est plus coquette, le regard en bas. Elle se transforme avec chaque représentation, se rendant une énigme et se libérant de toute fixité qui tenterait de la figer en une seule catégorie. Elle est plurielle, changeante. D'où vient son pouvoir? Kiki, c'est cette source éclatante, cette énergie qui attire les artistes comme le miel attire les mouches. C'est le cas en décembre 1921, lorsqu'elle fait la connaissance d'un certain photographe américain, nouvellement arrivé à Paris, Man Ray. Elle lui est présentée comme le modèle préféré des peintres. Elle n'a que 20 ans, tandis qu'il en a 31. C'est le coup de foudre pour lui. Il est éclaté par sa beauté. Kiki est pourtant toujours amoureuse de Meninsky, son amant depuis 3 ans, qui la quitte pour s'installer dans le Midi à la même époque. Malgré ce fait-là, elle s'installe chez Man Ray à la fin du mois. On raconte qu'un des premiers mots que vous avez prononcé, c'était « ça me trouble ». Et je crois que ça se rapportait à quelqu'un qui représentait la France pour vous à ce moment-là. Ah, vous voulez dire Kiki de Montparnasse?
Tel n'est pas du tout avoir sa figure, ses nus même, représentées en photo. Elle se méfiait de votre précision, Oui. de votre œil très précis. Alors je lui dis, mais moi je fais la photo, je suis peintre aussi, je fais la photo comme un peintre, n'est-ce pas? Et finalement, elle a accepté de poser pour moi. Lorsqu'ils se rencontrent, Man Ray demande à Kiki de poser pour lui, mais elle est réticente. Les photographies sont très différentes des tableaux. Elle ne veut pas être représentée telle qu'elle est. Man Ray la rassure pourtant de son talent, lui disant que « Je photographie comme je peins. Je transforme le sujet comme un peintre le ferait. » Ensemble, ils créeront des photographies iconiques. Kiki n'est pas simplement l'objet de Man Ray qui perd toute liberté devant l'objectif. Elle garde toujours sa liberté parce qu'il est toujours question de rester plurielle chez elle, de se transformer sans cesse. Leur effort est une véritable collaboration. Comme l'explique Diane Drouin, la collaboration artistique de Man Ray et de ses modèles féminins permet de leur rendre leur voix, ou plus exactement leur image et leur rôle de sujet dans l'entreprise artistique. Man Ray et Kiki partagent le rôle d'artiste. Les photographies les plus connues de ce duo, Le violon d'Ingres de 1924 et Noir et blanche de 26, font preuve de cette collaboration. Sur ces photographies, Kiki se présente comme, à mon avis, un véritable sujet qui séduit le spectateur, la spectatrice dans ses jeux. Bien qu'il soit aussi question de ce regard masculin de Man Ray qui idéalise la beauté de Kiki, son regard, l'explique Drouin, participe toutefois également à la valorisation de ces modèles féminins grâce à des choix esthétiques minutieusement élaborés. Les femmes qui posent pour le photographe se voient offrir un rôle de premier plan en tant que sujet de l'œuvre d'art à laquelle elles donnent vie. Je suis complètement d'accord. Kiki ne se perd pas dans le regard de Man Ray. Elle joue, elle assume ses différents modes d'être et de présentation. Souriante, sérieuse, mélancolique, Kiki offre à Man Ray tous les masques de sa personne. Elle est l'animatrice de ses visions photographiques. Si elle devient une vedette de plus en plus aimée grâce aux photographies de Man Ray, c'est parce qu'elle est née en quelque sorte une vedette, c'est-à-dire douée, charmante, attirante, libre, ses qualités innées étant accentuées dans l'œuvre de Man Ray dans un processus collaboratif et non seulement créé par elle. Une lettre de 1921 témoigne de l'amour de Kiki pour Man Ray et de leur relation aussi nourrissante que tumultueuse. Je t'aime trop. Pour t'aimer moins, il faudrait que je sois plus avec toi, et ce serait bien parce que tu n'es pas fait pour être aimé. Tu es trop calme. Enfin, il faut que je te prenne comme tu es, car tu es quand même mon amant que j'adore. Celui qui me fera mourir de plaisir et de douleur et d'amour. Je mords ta bouche jusqu'au sang, et je me grise de ton regard indifférent et bien méchant. Étant un photographe surréaliste, Man Ray introduit Kiki à d'autres surréalistes, y compris Robert Desnos, Jean Cocteau et Max Ernst. Elle dit dans un premier temps « Ce que je trouvais sympathique en eux, c'est qu'ils m'apparaissaient comme de grands gamins crédules. » C'est un jugement assez juste si l'on considère le premier manifeste du surréalisme qui souligne l'importance de l'imagination sans borne de l'enfance. Kiki finit pourtant par se brouiller avec les surréalistes, sauf ceux qui quittent le groupe, parce qu'elle critique leur hypocrisie, eux qui s'opposent à la vie bourgeoise mais qui sont eux-mêmes des bourgeois. Elle raconte qu'ils ne l'aiment pas parce qu'elle dit ce qu'elle pense d'eux. Le fait qu'une femme s'exprime franchement n'aurait sûrement pas plu à ces hommes qui idéalisaient la femme comme muse et non pas nécessairement comme personne pensante à l'époque. Kiki pourtant ne se laisse intimider par personne. Revenue de New York, où elle avait passé 3 mois sans Man Ray, Kiki est présente pour l'inauguration du Jockey en novembre 1923, le premier cabaret de nuit à Montparnasse. Les parrains de l'établissement comprennent Man Ray, Ezra Pound, Cocteau et Tristan Tzara, entre autres. Tout Paris se rend à Montparnasse pour faire la fête au Jockey. Des guitaristes et des chanteuses extraordinaires animent les soirées. Kiki raconte « Riche ou purée, tous étaient pleins de gaieté. Les gens qui n'avaient pas l'habitude de venir étaient suffoqués en entrant. Ils se méprenaient sur le genre de la maison,
croyant tomber dans un bordel. Kiki y fait fureur. Elle chante et danse le French can-can. Elle raconte que, de toutes les chanteuses, c'est elle qui chante les choses les plus osées. Afin de gagner de l'argent, puisque le patron ne les paie pas, les chanteuses font la quête et remportent entre 100 et 400 francs chaque soir, ce qui est une somme très importante à l'époque. Ce même patron oblige Kiki pourtant à lui verser 30% sur la première quête et 50% sur la deuxième, ce qui est terriblement injuste, même si Kiki dit qu'elle n'a pas besoin d'autant d'argent. En tant que chanteuse, elle a une voix très belle et pleine d'émotions. Écoutons-la maintenant. Nous étions deux, nous étions trois, nous étions trois marins de gloire. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Nous étions trois marins de gloire, embarqués sur le Saint-François. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. En 1924, Kiki est la vedette d'un film expérimental considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, Ballet mécanique, réalisé par Dudley Murphy et Fernand Léger, la musique du film étant composée par Georges Antheil. Juxtaposant des images de machines et le visage kaléidoscopique de Kiki à l'aide d'un objectif à prisme, Murphy et Léger renforcent la multiplicité de la muse en jouant aussi avec la figure de la femme-machine qui deviendra courante dans le surréalisme. On n'a qu'à penser au tableau de Francis Picabia de 1915, intitulé « Voilà la femme » qui représente une machine, ou bien à Danser d'Angers, l'impossible de Man Ray, réalisé en 1920. Catherine Conley appelle ces femmes-machines dans le surréalisme la femme automatique, celle qui n'a pas d'autorité sur elle-même. Pourtant, l'élément de surprise des images surréalistes, l'explique Conley, a le potentiel de permettre à la spectatrice de corriger ces images en leur dotant du pouvoir libérateur. Nous pouvons dire qu'il s'agit bien d'une femme-machine dans Ballet mécanique en raison de la juxtaposition objet-Kiki, cette dernière faisant partie du rythme bouleversant et machinal du film. Il peut être question même de modèle mécanique. En tout cas, Kiki se présente aussi fluide et plurielle que jamais dans ce film, son rôle de muse dépassant les bornes de la peinture et de la photographie. Elle participe aussi au film de Man Ray, y compris Emak Bakia, signifiant Fiche-moi la paix en basque, réalisé en 1926, et L'Étoile de mer de 28. Ce dernier fut écrit par Desnos à partir de son poème intitulé Qu'elle est belle. Kiki joua le rôle féminin, avec André de la Rivière dans le premier rôle masculin et Desnos lui-même dans le second rôle masculin. Kiki est une femme fatale dans ce film qui hypnotise le spectateur. Sa beauté séduisante et mystérieuse est renforcée par certains vers du poème de Desnos qui se présentent à l'écran. Qu'elle est belle, après tout, si les fleurs étaient en verre. Belle, belle comme une fleur en verre, belle comme une fleur de chair. Vous ne rêvez pas, belle comme une fleur de feu, les murs de la santé. Qu'elle était belle, qu'elle est belle. Si la beauté permet à Kiki de mener la vie qu'elle souhaite, c'est qu'elle sait se libérer à travers le regard de l'autre, poursuivant ainsi une carrière artistique qui lui plaît. Ne s'occupant pas de l'argent, elle cherche à divertir et à s'amuser. Au cours des années 20, Kiki anime les soirées du cabaret Le Bœuf sur le Toit, inauguré en 1922, et celle de la Coupole, inaugurée à la fin de 1927, et qui est pleine à craquer dès le premier jour. Kiki y passe des soirées avec Derain, Kiesling, Pasquine. C'est aussi en 27, du 25 mars au 2 avril, que la première exposition des œuvres artistiques de Kiki a lieu. Encouragée par ses amis artistes, Kiki peint depuis plusieurs années, mais s'y met de manière sérieuse l'été de 1926.
Elle peint des scènes d'enfance, des paysages imaginaires, ainsi que des portraits de ses amis, y compris celui assez beau de Jean Cocteau. Le marchand d'art Henri-Pierre Rocher commence à collectionner les œuvres de Kiki à partir de 22 et l'aide à organiser sa première exposition. Le vernissage a lieu à la galerie au Sacre du Printemps, dirigée par le musicien polonais Jan Slewinski. L'exposition est très bien reçue. Dans le Herald Tribune, on lit « Le vernissage a fait sortir en masse les habitués du quartier. De 5 heures à minuit passé, ils vinrent formant un flot continu et la petite galerie vibrait de commentaires passionnés. Ce fut, à notre connaissance, le vernissage le plus réussi de l'année. Ceux qui étaient venus pour s'amuser restèrent pour acheter et, avant que la nuit ne s'achève, un grand nombre de toiles s'ornaient du petit carton blanc portant la mention « Vendu ». C'est un succès énorme et inattendu pour Kiki, autant une célébration de la femme que de l'artiste. Ces tableaux témoignent du quotidien de l'époque et sont très intéressants du point de vue historique. Peut-être que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais personnellement, je ne peux pas m'empêcher de voir la beauté de ces tableaux, de penser à l'artiste que Kiki aurait pu devenir si elle avait eu les ressources nécessaires dans sa jeunesse, ou bien si elle s'était vraiment dédiée aux arts visuels. Un de mes tableaux préférés d'elle est son autoportrait dessiné à l'encre qui se trouve dans ses souvenirs retrouvés. Elle est très chic, portant un grand chapeau qui est presque en forme de cœur. Elle a des yeux énormes et son nez pointu et bien accentué. Kiki par Kiki, c'est absolument magnifique. L'année 1929 représente l'apogée de la carrière de Kiki. Elle devient la compagne du journaliste Henri Broca, fondateur du journal mensuel Paris-Montparnasse, où le nom de Kiki domine les colonnes. Broca y publie les premiers chapitres de l'autobiographie de Kiki, puis finit par l'éditer et le publier en tant que livre cette même année. Intitulé Souvenirs retrouvés, le texte comprend une préface rédigée par Fujita. Sa publication est interdite aux États-Unis à cause de propos jugés risqués. Hemingway aime tellement ce petit livre qu'il décide de rédiger la préface de sa traduction anglaise. Il écrit « Si vous voulez des livres composés par des ladies, voici un livre écrit par une femme qui n'a jamais à aucun moment été une lady. Pendant 10 ans, elle a été, dans la mesure où notre époque le permet, ce que l'on appelle une reine. C'est très différent, bien sûr, que d'être une lady. » La censure du texte aux États-Unis ne fait qu'approfondir l'intérêt du public pour Kiki, ainsi que le mystère et le mythe de la muse. En France, il connaît un succès immédiat. Kiki embrasse chaque acheteur pendant toute la soirée de la sortie du livre. En mai 1929, elle devient officiellement reine de Montparnasse lors du gala de bienfaisance organisé par Paris-Montparnasse. Le journal partage la passion du public pour la performance de Kiki lors de cette soirée. Je cite « Je n'ai jamais entendu chanter de chansons légèrement obscènes avec plus de légèreté jolie et claire. Autant de chanteuses auraient fait 1000 mines et manières d'appuyer en n'appuyant pas, Kiki fredonne avec tranquillité, donne la note humaine réaliste. » Kiki est au sommet de sa célébrité à cette époque, admirée par tous et par toutes. On était tous gosses en ce temps-là, et dame ça nous rajeunit pas. Tu dois te souvenir, Titine, de la galette qui abrita nos premières amourettes. À ce moment-là, t'avais 15 ans, on se fréquentait depuis longtemps, depuis toujours, depuis la maternelle. Parce que c'est loin, mais pourtant je me rappelle. J'avoue franchement, c'était le bon temps. On est jeune, on est inconscient. La fête ne peut malheureusement pas durer toujours. Après le sommet, la chute inévitable dans les années 30. Broca tombe malade, perdant peu à peu la raison, racontant des histoires incohérentes à Kiki, perdant leur argent comme si de rien n'était. Kiki travaille en tant que chanteuse au concert Mayol avec Tonton de Montmartre, c'est-à-dire Gaston Bayeux, patron de cabaret parisien très célèbre. Elle prépare aussi une exposition dans la galerie Georges Bernheim en 1930 et une autre dans la galerie Jean Chapartenier en 1931. Bien qu'elle tente de se concentrer sur sa carrière, Kiki a du mal à gérer sa vie personnelle.
Elle doit dire au patron de l'hôtel où elle vit avec Broca de ne pas lui permettre de sortir le soir lorsqu'elle est au travail à cause de son état psychique qui ne cesse de s'aggraver. Elle n'a jamais assez d'argent. Elle doit payer le chef d'orchestre et les machinistes, ainsi que ses transports. En plus, elle doit payer 100 francs par nuit pour l'infirmière qui s'occupe de Broca. Kiki travaille aussi dans le cabaret de Tonton à Montmartre. Elle gagne 160 francs entre les deux boîtes, mais ce n'est toujours pas suffisant. Entre l'hôtel, l'infirmière et les dîners, la vie coûte trop cher. La misère ne quitte jamais vraiment Kiki, bien qu'elle fasse de son mieux de s'y échapper. Si les critiques ne la trouvent pas à la hauteur de son talent à cette époque, c'est bien à cause de Broca et sa vie privée. Personne ne l'aide, elle doit s'occuper de tout. Comme elle explique dans ses écrits, « Quand j'étais en scène et que je chantais, ma pensée était sans cesse dans cette chambre. Je me demandais si j'avais bien caché le rasoir, si l'infirmière n'avait pas laissé traîner des ciseaux. » Alors que Broca devient de plus en plus malade, croyant que son infirmière essaie de l'empoisonner, la mère de Kiki traverse aussi une période très difficile. Son mari la quitte pour une autre femme et elle se met à boire. Kiki lui donne à manger tous les soirs et essaie de lui remonter le moral. En 1932, elle s'installe à Berlin pour travailler dans un cabaret et sa mère est morte quelques jours après son départ. Kiki devient dépressive, très malheureuse. Elle sombre dans l'alcool et la drogue et prend rapidement du poids. À force de s'occuper des autres, elle ne sait pas comment prendre soin d'elle-même. Au début, j'ai trouvé ça merveilleux. J'avais souvent de gros cafards et bien que j'évitais le plus possible de songer au passé, il était souvent présent à mes yeux. Alors, une pincée de poudre et je me sentais allégée, plus de soucis, plus d'ennuis. Je ne voyais même plus que j'étais grosse. En tant que muse et femme en général, Kiki doit supporter les commentaires du public sur son corps et son apparence. Tout le monde s'étonne de sa prise de poids. Les journaux en parlent et lorsqu'elle tente de faire des régimes, ils en parlent aussi. Vedette glorieuse dans les années 20, Kiki de Montparnasse est rapidement devenue une cible de critiques et de traitements misogynes. On dit qu'elle chante pour les touristes en se parodiant elle-même. Broca meurt en 1935 et Kiki ouvre son propre cabaret chez Kiki, rue Vavin, en 1937. Elle y rencontre André Larocque, pianiste accordéoniste, qui l'aide à décrocher de la drogue. C'est lui aussi qui tape ses mémoires à la machine pour elle, celles qui ne seront publiées qu'en 2005. Le fait que Kiki, muse légendaire de Montparnasse, n'est pas plus connue ou appréciée aujourd'hui témoigne de l'effacement des femmes dans l'histoire des arts. Oui, c'est vrai qu'elle n'était pas une grande peintre, mais elle était quand même une grande artiste. Elle savait divertir, inspirer, mener la vie qu'elle voulait à une époque où les femmes étaient toujours considérées comme l'objet des hommes. Les muses, d'après tout, sont aussi des artistes. Je crois qu'il est trop facile de dire que le rapport artiste-modèle est fixe. Il faudrait en revanche étudier cette relation comme une collaboration. Kiki maîtrisait l'œil que l'on portait sur elle. Elle savait manipuler le regard des autres, jouissant d'une autonomie importante. Enfant mal aimée, elle s'est transformée en la femme la plus adorée de Paris dans les années 20. Son histoire est aussi inspirante que tragique. Ce que j'ai du mal à comprendre, cependant, c'est comment la reine de Montparnasse a pu finir seule, sans un sou, même sans amis. Elle meurt le 23 mars 1953 à Paris, à l'âge de 52 ans, et seule Fujita aurait assisté à ses funérailles. Elle méritait beaucoup mieux que ça. C'était une artiste de la vie, une artiste qui faisait de la liberté son sujet de prédilection. Je crois que sa vie témoigne de la résilience des femmes et de la classe ouvrière. Kiki a su survivre à des conditions abominables, transformant son malheur en or, en solidarité avec d'autres artistes qui connaissaient aussi la précarité. Il y avait un bel être humain derrière la muse, une personne qui était aussi généreuse et chaleureuse que drôle et charismatique. Kiki de Montparnasse est la Parisienne épanouie par excellence. Je voudrais laisser Desnos clôturer cet épisode avec ces très beaux mots.
Elle dit dans la préface du catalogue de la première exposition de Kiki de 1927 : Tu as, ma chère Kiki, de si beaux yeux que le monde au travers d'eux doit être bien joli. Ce vallon que tu as créé, c'est le monde où tu vis loin d'ici, bien que tu resplendisses dans Paris, cette ville que tu ne quitteras pas et dont les nuits te sont familières avec ses alcools, ses musiques fiévreuses et ses danses admirables. Ici même ou bien loin, ma chère Kiki, à travers tes beaux yeux, que le monde est joli. Je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de Dans le miroir de la muse. À la prochaine.